Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le service de ressources humaines vous souhaite la bienvenue à cette deuxième capsule d'information, toujours sous le thème global, un milieu de travail agréable, sain et respectueux pour tous. Le sujet de cette capsule sera sur le harcèlement psychologique. Avant d'aller un peu plus loin dans ce sujet, nous allons faire un petit résumé de la première capsule qui portait sur la civilité en milieu de travail. Donc, nous avons vu en fait les trois composantes de la communication, soit la communication verbale, la communication vocale et la communication visuelle. Donc, on a vu que 93% de la communication était non verbale, c'est-à-dire que le ton, le volume, nos expressions faciales, notre comportement non verbal, était beaucoup plus important que tout le sens et la signification qu'on pouvait donner aux mots. On a également vu quelles étaient les obligations de l'employeur, donc c'est-à-dire de tout mettre en œuvre pour assurer un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous. On a également vu l'obligation des employés. On a également vu plusieurs exemples de comportements autant civils que incivils. On a également vu la technique des 3 minutes, c'est-à-dire qu'on choisit un bon moment, un bon endroit, on fait une rencontre seule avec la personne, on expose les faits en utilisant le je autant que possible, on donne les effets que ça a eu sur nous et on spécifie quelles sont nos demandes pour une prochaine fois. Donc, ceci permet en fait d'éviter l'escalade d'une situation qui nous a paru irrespectueuse. On termine en remerciant et on évite que ça dure plus de 3 minutes. Pour terminer, on a vu également que si on tolère, ça va avoir des conséquences. Donc, parmi les conséquences, on peut avoir une baisse de mobilisation ou de motivation, une baisse de productivité, l'augmentation du taux d'absentéisme ou du taux de roulement et une perte de crédibilité, que ce soit du gestionnaire ou de l'entreprise, de même qu'une perte de réputation. Pour la séance d'aujourd'hui qui portera sur le harcèlement psychologique, voici le plan de la séance. On va voir une définition ensemble avec des exemples. On va voir ce qui constitue ou pas du harcèlement psychologique. C'est quoi la politique page jaune au niveau du harcèlement psychologique? Et on va terminer avec un petit quiz. Nous allons maintenant voir quelle est la définition du harcèlement psychologique. Donc, la première capsule qui portait sur l'incivilité et la civilité, en fait, au travail, a plutôt servi à mettre un peu la table pour le sujet de cette capsule-ci. Vous allez voir, c'est un petit peu plus complexe. Donc, je vous demande évidemment d'être attentif tout au long de la présentation, mais encore plus pour les 2 prochaines diapositives. Donc, la définition va s'étaler sur 2 diapositives parce qu'elle comporte plusieurs éléments très importants. Je vais donc vous lire la diapositive au complet. Par la suite, je vais vous expliquer les termes les plus importants que vous allez voir. Donc, c'est ceux qui sont en gras avec un petit chiffre à côté. Au total, on a 5 critères à respecter et on va voir les 5 là, avec une définition et quelques exemples. Donc, on débute. Le harcèlement psychologique se définit comme une conduite vexatoire, se manifestant par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, hostiles ou non désirés. Donc, on va débuter avec les termes les plus importants. Donc, d'abord, le premier, conduite vexatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, c'est une conduite qui est humiliante ou abusive, qui diminue ou dénigre la victime. Par exemple, on va rabaisser quelqu'un lors d'une rencontre d'équipe où il y a plusieurs personnes. Le deuxième terme, c'est répéter. Ça se peut que ça l'arrive plusieurs fois. En fait, on le sait, le terme répété, ça dit que ça l'arrive plusieurs fois, mais ça peut être également une seule conduite vexatoire grave, donc qui est arrivée une seule fois, mais qui pourrait aussi constituer, en fait, du harcèlement psychologique. Le critère pourrait être rencontré, même si c'est qu'une seule fois, si l'effet est nocif et continu. Le troisième terme, hostile ou non désiré.
Évidemment, hostile, on sait ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui est pas qui est pas gentil, évidemment. Non désiré, bon, c'est assez simple, on veut pas. Donc, quand c'est non désiré, c'est qu'on veut pas subir ce traitement-là. Comment on peut le déterminer? Ben en fait, on va dire que le harceleur sait ou devrait savoir que sa conduite est non désirée. Comment il sait? C'est que c'est clairement dit par la victime. Donc, la victime lui a dit j'aime pas ça, je veux pas que ça continue. Et la victime, en fait, peut paraître vraiment visiblement offensée, humiliée, insultée ou dégradée par la conduite du harceleur. Devrait savoir, c'est que c'est pas, en fait, sa conduite n'est pas évidemment conforme aux normes d'un milieu de travail. Ou bien le harceleur s'est déjà livré à une conduite qui serait similaire, pour laquelle la victime l'a informé que c'était non désiré. Donc, dans un cas de récidive, il devrait évidemment savoir, donc c'est pour ça qu'on dit, il devrait le savoir, c'est que ça lui a déjà été dit. Par exemple, passer des commentaires désobligeants. Évidemment, personne aime ça, se le faire faire. Donc, le harceleur devrait savoir que c'est non désiré parce que c'est pas conforme à des normes de travail traditionnelles. Donc, le harcèlement psychologique se définit comme une conduite vexatoire, se manifestant par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, hostiles ou non désirés. On va maintenant passer à la suite. Ces gestes portent atteinte à sa dignité ou à son intégrité psychologique ou physique et contribuent à créer, pour la personne victime de harcèlement, un milieu de travail néfaste. Donc, il nous reste 2 critères à voir ici. Le premier, atteinte à sa dignité. Donc, on parle ici d'une atteinte qui est quand même assez importante. Ce n'est pas une atteinte mineure ou momentanée. Ça doit dépasser un certain seuil et ça doit laisser quand même des marques ou des séquelles, sans que ce soit nécessairement physique ou permanent, mais on a quand même un seuil minimal là, à atteindre pour que ce soit un critère qui soit respecté. Par exemple, saboter ou dénigrer constamment le travail de quelqu'un dans le but de le faire passer pour un incompétent. Le dernier critère, milieu de travail néfaste. Donc, c'est un milieu de travail qui va être nuisible, malsain, dommageable, où il sera difficile pour l'employé de réaliser ses objectifs liés à son contrat de travail et il ne peut pas le faire sainement. Donc, par exemple, d'isoler quelqu'un, de ne pas lui donner des informations qui seraient nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, ne pas l'inviter intentionnellement dans une rencontre où cette personne devrait y être. Donc, ça devient très difficile pour la personne de bien faire son travail, de le faire d'une façon saine. Donc, c'est à ce moment qu'on pourrait dire que le critère serait alors respecté. On a maintenant vu, dans le fond, la définition, les critères, les 5 critères qui sont importants. Et là, ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que les 5 critères qu'on a vus en gras, que je vous ai donné plus d'informations, les 5 doivent être rencontrés pour conclure à du harcèlement psychologique. Donc, si l'un de ces critères n'est pas rencontré, ben on pourra pas à la fin de l'analyse de l'enquête conclure à du harcèlement psychologique. Là, vous me dites, ouais, ben ça dépend des fois du monde. Il y a des gens qui peuvent trouver que oui, ça l'a porté atteinte à sa dignité. Pour d'autres, c'est plus ou moins le cas. Une personne pourrait sentir que c'était une conduite vexatoire alors qu'une autre non. Ben vous avez bien raison. En droit, comment on fait pour juger ça? C'est qu'on applique le principe de la personne raisonnable. C'est-à-dire qu'on va se demander si une personne raisonnable, dotée des mêmes attributs, informée des circonstances, placée dans une situation semblable, considérerait que la conduite est
est inacceptable. Donc, selon les critères qu'on a vus, les 5 critères, est-ce qu'une personne raisonnable considérerait que effectivement, ça devient un milieu de travail néfaste? Est-ce que c'est une conduite vexatoire? Est-ce que ça l'a porté atteinte à sa dignité? Et là, vous allez probablement dire, ouais, mais c'est pas bien plus clair. Ben, c'est là qu'est toute la complexité de la gestion des dossiers de harcèlement psychologique. Des fois, c'est pas blanc, c'est pas noir, il y a beaucoup de zones grises, c'est pas toujours évident de faire une analyse de ces 5 critères-là. Par contre, dans le fond, ce qui est bien important, c'est de bien enquêter, d'aller chercher les faits, de bien analyser les critères et d'éviter toute subjectivité. J'aimerais revenir, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais suite, en fait, à la fin de la première capsule, je vous ai demandé si vous aviez déjà vécu ou si vous aviez déjà été témoin d'une situation, que ce soit au travail, dans votre famille ou dans votre cercle d'amis, qui aurait pu être du harcèlement psychologique. Avec la définition que nous venons de voir et les 5 critères exposés et mieux expliqués, est-ce que vous pensez que votre situation est toujours du harcèlement psychologique? C'est pas évident, vous me direz. En effet, comme on l'a mentionné dans la première capsule, la ligne est très fine entre le harcèlement psychologique et la civilité. Et si vous vous rappelez la petite statistique dans la première capsule, bien, on a vu que dans plus de la moitié des cas, bien, il s'agit plutôt d'incivilité et non de harcèlement psychologique. Nous allons maintenant voir ce qui constitue du harcèlement psychologique, donc quelques exemples. Donc, depuis les dernières années, il y a une certaine jurisprudence qui s'est développée sur le sujet. Et il est maintenant possible de déterminer plusieurs comportements qui pourraient constituer du harcèlement psychologique. Il ne faut pas penser que parce qu'on est en télétravail actuellement, que le harcèlement psychologique n'arrive plus. C'est pas les comportements n'ont pas été complètement éliminés dû au fait qu'on est maintenant en télétravail. Les canaux de communication numérique apportent aussi certains risques. On a des biais dans l'interprétation des communications écrites, dans nos courriels. C'est pour ça qu'on vous demande autant que possible de privilégier une communication par vidéoconférence ou par téléphone. L'isolement des travailleurs aussi peut être un enjeu. En effet, le télétravail rend les actes ou les comportements répréhensibles beaucoup moins visibles par autrui, donc c'est plus subtil, mais ils sont quand même présents. On va voir quelques exemples. Donc, en premier lieu, empêcher une personne de s'exprimer. Donc, si par exemple, vous êtes dans une rencontre d'équipe et un de vos collègues, à chaque fois qu'il veut tenter de donner des idées, soit qu'il se fait interrompre ou on ne l'autorise pas à parler, alors que ce traitement n'est pas fait pour les autres. Donc, de toujours viser une personne en particulier, puis de l'empêcher de s'exprimer. On l'a vu, je vous l'ai souvent donné comme exemple, isoler une personne, de ne pas lui adresser la parole, de l'ignorer, de faire comme si on ne l'avait pas entendu, l'éloigner du groupe, priver cette personne des moyens de communication, son téléphone, l'ordinateur, le courriel, etc. Déstabiliser une personne, se moquer de ses convictions, par exemple, de ses goûts. Si un collègue est mal habillé, de faire des blagues malveillantes à son sujet lors d'une rencontre d'équipe, en plus devant tout le monde. Se moquer de ses points faibles, que ce soit des points qui sont physiques ou plus sur sa personnalité. Faire des commentaires désobligeants. Mettre en doute aussi son jugement. Déconsidérer une personne, par exemple, répandre des rumeurs à son égard, la ridiculiser, l'humilier. Par exemple, lors d'un lunch d'équipe, on a un collègue qui a vraiment faim, qui se commande un très, très gros repas, et là, on fait un commentaire sur son poids devant tout le monde. L'injurier, harceler sexuellement, évidemment, tout ça est prohibé. Discréditer une personne. Par exemple, on lui donne des tâches qui sont inférieures à ses compétences, où on lui en donne pas du tout des tâches. On tente toujours de mettre cette personne-là en échec.
On est un collègue de travail, on veut pas que notre collègue réussisse, on simule des fautes professionnelles et on la dénigre devant tout le monde. Menacer, agresser une personne, hurler après quelqu'un, bousculer, endommager ses biens. C'est sûr qu'en contexte de télétravail, ça peut être différent, mais si on arrive dans une rencontre d'équipe et là, on explose de colère devant tout le monde, on se met à crier, à jurer sur ses collègues ou une personne en particulier, on se met à lancer des objets par exemple, notre souris, notre clavier, on tape sur la table. Donc ça peut être des exemples d'agression dans un milieu plutôt de télétravail. Le dernier point, harceler une personne en raison des motifs discriminatoires. Donc, par exemple, certains motifs, on les retrouve selon la Charte des droits et libertés de la personne à l'article 10. Ça peut être sa race, le sexe, l'orientation sexuelle ou le handicap. Ce n'est que quelques exemples. Donc, on va rentrer un petit peu plus en détail sur le sujet de la discrimination lors de la prochaine capsule. Nous allons maintenant voir ce qui ne constitue pas du harcèlement psychologique. D'abord, l'exercice du droit de gérance de l'employeur. Évidemment, ces actions ne constituent pas du harcèlement psychologique dans la mesure où l'exercice de ces droits de gérance ne sont pas faits de manière abusive ou discriminatoire. Donc, par exemple, faire de la discipline pour des manquements aux politiques. Par exemple, un employé qui parle souvent aux clients, ou même ça peut être à des collègues internes, avec un ton désagréable, qui se fait rencontrer à plusieurs reprises par son gestionnaire afin de corriger ce comportement, parce que c'est toujours le but de ces rencontres ou de la gradation des sanctions, c'est de faire cesser ce comportement, mais que malgré ces rencontres et ces suivis-là, la personne ne change pas. Donc oui, ça peut être difficile de recevoir ces commentaires constructifs-là, mais si c'est basé sur des faits, donc par exemple des plaintes reçues, ça ne sera pas du harcèlement psychologique. L'autre point, gestion du rendement, évaluation négative. Donc, ça se peut que malheureusement, la performance ne soit pas au rendez-vous à un certain moment dans votre carrière et malheureusement, on doit mettre en place un plan de performance basé sur des faits concrets. Donc, on a des objectifs à atteindre. Ces objectifs ne sont pas atteints. Donc, on a une certaine problématique et on doit mettre en place un plan de gestion de la performance. Ça ne constitue pas du harcèlement psychologique. De même qu'une évaluation qui serait négative, mais qui serait toujours basée sur des faits objectifs, donc des objectifs qui ne sont pas atteints et qui amènent malheureusement une évaluation où on va demander une amélioration. Donc, cette évaluation négative-là n'est pas du harcèlement psychologique. Suivi des absences ou des retards. Donc, si par exemple, ça fait 8 fois dans le même mois que vous êtes en retard, votre gestionnaire va peut-être vous adresser la problématique, va vous faire part de ses attentes. Si vous n'êtes pas content de cette rencontre-là, si évidemment ça a toujours été fait dans le respect, ça ne sera pas considéré comme du harcèlement psychologique. C'est un droit de gérance de s'attendre à ce que les employés soient au travail à l'heure, de même que les absences. Donc, si on a un abus au niveau des absences, que c'est trop fréquent et qu'il n'y a pas de raison qui justifie ces absences, on est en droit, l'employeur en fait est en droit de faire des suivis et d'avoir un certain niveau d'attente. Le prochain point, transfert de poste ou modification aux tâches d'un poste. Donc, ça se peut que malheureusement, des fois, on a l'obligation d'abolir un poste. Les choses changent, il peut y avoir une restructuration, on va peut-être faire les choses autrement. Donc, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver dans toute organisation. Si on doit déplacer une personne, si on doit la réassigner à une nouvelle position, ça ne sera pas du harcèlement psychologique. Le prochain point, c'est un conflit entre collègues de travail. On l'a dit lors de la première capsule,
en fait, on choisit rarement nos collègues de travail, puis ça se peut que des fois, on s'entende pas bien avec un de nos collègues. On a une différente manière de voir les choses, nos traits de personnalité font en sorte qu'on n'est pas compatible des fois. Ça sera pas du harcèlement psychologique quand on a un conflit entre deux personnes. C'est quoi la différence entre un conflit et du harcèlement psychologique? Ben, en fait, le conflit, ça va vraiment être entre deux personnes. Donc, les deux personnes ne sont pas blanches comme neige. Il y a vraiment une situation qui fait que les deux types de personnalités ne sont pas compatibles. Alors que dans une situation de harcèlement psychologique, on va avoir un pouvoir de force sur une autre personne. Donc, le harceleur va avoir un pouvoir de force sur sa victime. Donc, les deux personnes ne sont pas à un même niveau. Ce n'est pas un conflit, il y a vraiment une domination du harceleur sur sa victime. Donc, si on a un conflit avec un collègue de travail, c'est pas du harcèlement psychologique quand on est deux personnes de même niveau. Et là, quand je dis de même niveau, c'est pas nécessairement au niveau hiérarchique, mais vous avez un conflit. Donc, de part et d'autre, il y a des gestes qui ont été posés, puis il n'y a pas de situation dominant-dominé. Les situations de travail stressantes et les contraintes difficiles, mais toujours raisonnables. Évidemment, on a souvent des dates de livraison qui sont prévues. Des fois, le projet ne fonctionne pas comme on voudrait, ça va plus ou moins bien. On a des petites embûches et malheureusement, la date de livraison peut demeurer la même. Donc, on va sentir beaucoup de pression à livrer la marchandise dans les temps. Tant que ça demeure raisonnable, ce ne sera pas considéré comme du harcèlement psychologique. Le dernier point, la victimisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que c'est pas évident, là, comme ça, à première vue, qu'est-ce que ça veut dire, la victimisation? Par exemple, vous subissez des commentaires désobligeants d'un collègue ou d'un gestionnaire, mais que vous faites aucun effort pour régler cette situation-là et mettre fin à ce comportement-là. On va voir un petit peu plus tard quelles sont les étapes. Mais en plus de ça, vous envenimez un peu la situation en vous prêtant vous-même à ce genre de commentaires, mais vous jouez toujours la victime. Donc, une personne qui se sent harcelée, normalement, va tout faire pour se sortir de cette situation-là et ne va pas envenimer non plus les choses. Donc, si vous jouez la victime, si vous vous prêtez également à des comportements répréhensibles, ben à ce moment-là, on arrive à une situation où vous n'êtes pas nécessairement une victime, mais vous jouez le jeu un peu. Donc, ça ne sera pas considéré à ce moment-là comme du harcèlement psychologique. Donc, pageons une politique, c'est ce qu'on va voir ensemble pour les deux prochaines diapositives. Donc, cette politique est disponible en tout temps sur le site Évolution dans la section ressources humaines. Cette politique protège les employés et les gestionnaires sur le harcèlement, la violence et la discrimination au travail. Cette politique s'applique aussi au mode télétravail. Comme on disait, c'est souvent plus subtil. Il n'y a pas toujours des témoins. On se sent plus isolé, peut-être plus gêné d'en parler. Par contre, sachez que ça s'applique également et que vous pouvez l'utiliser au besoin. Évidemment, on ne le souhaite pas. Donc, cette politique dit que PageJaune considère que tous ses employés ont droit au respect, à la dignité et à l'intégrité physique et psychologique. PageJaune s'engage à assurer un environnement de travail motivant, sans harcèlement, sans violence et sans discrimination sous toute forme. On vous fait un petit résumé aujourd'hui. La politique est beaucoup plus longue. Vous pouvez la retrouver, comme je disais, sur Évolution et vous allez pouvoir voir vraiment toute la procédure à suivre pour dénoncer une situation, comment on fait. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui les points les plus importants. Donc, comment on fait pour dénoncer une situation? D'abord et avant tout, il faut faire part à son présumé agresseur que la situation est inacceptable et on demande que les agissements cessent. En lien avec la capsule précédente, je vous rappelle la petite technique des 3 minutes pour désamorcer une situation. Donc, on prend un moment opportun, on rencontre la personne, on lui expose les faits, on lui dit les effets et on lui fait nos demandes. Donc, on veut que le comportement
cesse. Si malheureusement les agissements ne cessent pas, vous pouvez, dans le fond, faire une plainte informelle à votre gestionnaire qui consultera par la suite le service des ressources humaines. Puis, on va tenter de régler la situation. On peut le faire par une médiation. On va en parler, comment ça se passe, une médiation. Par contre, si votre gestionnaire est en cause, donc c'est la personne de qui vous voulez vous plaindre, et que vous n'êtes pas évidemment à l'aise de lui en parler, on vous invite à ce moment-là à consulter directement le service des ressources humaines et nous avons une obligation de confidentialité. J'aimerais revenir sur le processus de médiation. Donc, c'est quelque chose qui est disponible en tout temps pour les parties là, impliquées. Ce qui est vraiment très important, en fait, de comprendre, c'est que on doit avoir le consentement des deux parties, donc autant de la victime que de la personne qui fait l'objet de la plainte, pour en venir à une médiation. C'est un processus qui est confidentiel, c'est sur une base volontaire, donc si une des deux parties ne veut pas, ça va être difficile de faire une médiation. Le rôle du médiateur, donc souvent ça va être les ressources humaines, consiste à identifier clairement c'est quoi le problème et de trouver des solutions potentielles en arrivant à une entente mutuelle. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre, c'est que le médiateur est impartial, il va agir à titre de facilitateur et les discussions lors d'une médiation vont beaucoup dépendre de la bonne volonté des deux parties. Et le médiateur, à la toute fin, n'a pas l'autorité requise là, pour imposer une sanction ou une mesure corrective. L'important, le but en fait d'une médiation, comme je disais précédemment, c'est d'arriver à une entente mutuelle qui satisfait les deux parties. Si malheureusement tout ça ne fonctionne pas encore, on peut y aller avec une plainte formelle à ce moment-là. Ça peut être une plainte qui va être déposée au service des ressources humaines, à votre syndicat pour les employés qui sont syndiqués, ou en utilisant la ligne d'écoute téléphonique confidentielle. Donc, si une plainte est déposée, une enquête en bonne et due forme sera réalisée. Et lors de cette enquête, le plaignant ainsi que le mis en cause et les témoins, s'il y a lieu, vont être rencontrés. Suite à une analyse complète, les mesures nécessaires seront prises pour faire cesser le harcèlement psychologique s'il y a lieu ou l'incivilité si la conclusion est qu'il n'y a pas de harcèlement psychologique, mais plutôt de l'incivilité. La ligne d'écoute confidentielle, sachez que ça monte au conseil d'administration. Évidemment, on vous suggère fortement de garder cette étape en dernier recours si les autres options n'ont pas porté fruit. Donc, il y a plusieurs étapes qui sont possibles avant d'en arriver à celle-ci, qui est l'étape, la dernière étape, l'étape ultime. Je vous pose une petite question en guise de réflexion. Je vais vous donner la réponse immédiatement. Si par exemple, il vous arrive une situation, vous allez voir votre gestionnaire. Donc, votre gestionnaire est mis au courant de la situation qui s'est passée. Vous êtes la victime. Vous lui expliquez tous les faits, vous lui expliquez l'effet que ça a eu sur vous. Et le lendemain, bon, vous prenez la nuit pour y penser, vous êtes un peu mal à l'aise. Finalement, vous retournez voir votre gestionnaire et vous lui dites j'ai repensé à ça, je veux pas faire de plainte, je veux qu'on oublie tout ce qu'on s'est dit hier. Hier, je veux pas aller plus loin, on fait comme si c'était rien passé. Sachez que votre gestionnaire, de même que le service des ressources humaines, une fois qu'il a été informé, il a l'obligation d'agir. Donc, on ne peut pas oublier la situation, on ne peut pas faire comme si on n'avait rien entendu. La situation, on ne veut pas qu'elle s'envenime, que ça devienne pire. Donc, afin d'éviter l'escalade et des problèmes supplémentaires, c'est sûr et certain qu'on va devoir agir à ce moment-là. Donc, sachez que si vous allez voir quelqu'un, vous allez avoir le support et il n'y aura pas de représailles non plus pour vous et c'est ce qu'on va voir à la prochaine diapositive.
Donc, quoi faire? En fait, on a deux situations possibles. Je vais vous mettre, en fait, je vais vous demander de vous mettre pour un court instant dans la peau d'une personne qui vient de recevoir une plainte. Donc, vous avez peut-être mal agi envers un collègue de travail. Donc, la personne vient vous voir, elle vous explique un peu la situation, l'effet que ça a eu sur elle. Et là, bon, vous prenez conscience qu'effectivement, ça se peut que vous ayez mal agi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces situations-là? Faites pas semblant que c'est pas arrivé. Banalisez pas ou minimisez pas la situation ni l'effet que ça a pu avoir sur la personne. Excusez-vous. Soyez pas gênés de le faire. Ça se peut que vous ayez mal agi. Vous avez des remords, vous en prenez conscience. On s'excuse, on peut en discuter. Puis, évidemment, le plus important en bout de ligne de tout ça, c'est de cesser l'agissement et le comportement. Donc, l'attente, les attentes de votre victime, là, si on peut l'appeler ainsi, ben, c'est que le comportement cesse. Donc, faites bien attention à l'avenir de ne plus refaire, de ne plus avoir ce même comportement-là. Qu'est-ce qui arrive suite à une plainte qui serait non fondée? Donc, si par exemple, vous faites une plainte pour harcèlement psychologique, une plainte officielle, vous faites votre plainte de bonne foi, vous devez comprendre en fait que faire une plainte, c'est très sérieux. Il y a des conséquences sur plusieurs personnes lors d'une enquête. Ça peut être sur votre gestionnaire, un impact sur vos collègues de travail, sur votre équipe de travail, sur le milieu de travail. Donc, c'est quand même très sérieux. Si vous faites votre plainte de bonne foi, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là, dans le sens où si on se rend compte lors de l'enquête qu'en effet, il y a des faits qui sont vérifiables, on se rend compte qu'il y a peut-être un certain niveau de peut-être d'incivilité. Donc, on arrive à la fin de l'analyse, vous vous rappelez, plus de la moitié des cas souvent sont de l'incivilité. Donc, ça se peut qu'on arrive à la fin à une conclusion suite à l'analyse, que ce soit pas du harcèlement psychologique, mais ça a été fait de bonne foi. Donc, il y a peut-être certains critères, donc des 5 critères qui ont été respectés, mais ce n'est pas tous les critères qui ont été respectés. Donc, à ce moment-là, on va conclure à de l'incivilité plutôt qu'à du harcèlement psychologique. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y aura pas de représailles contre vous ni de mesures disciplinaires. Ça se peut que ça ne soit pas du harcèlement psychologique, mais que ça a été fait de bonne foi. Par contre, on peut avoir une certaine problématique où la plainte a été faite, elle est non fondée en harcèlement psychologique, donc on fait l'analyse, ce n'est pas du harcèlement psychologique, mais lors de l'enquête, on se rend compte que la plainte a été faite de mauvaise foi. Donc, dans le but de porter atteinte à la réputation d'une personne, à détruire, en fait, ou salir sa réputation, que ce soit d'un collègue ou d'un gestionnaire. Par exemple, on peut penser à une fille qui accuserait son prof de harcèlement sexuel parce qu'elle a coulé un examen. Donc, c'est des choses qu'on a déjà entendues. C'est fait de mauvaise foi, donc c'est pas vrai. On se rend compte lors de l'analyse que ce n'est pas arrivé pour vrai. Et là, évidemment, il va y avoir des conséquences sur la personne qui aura déposé cette plainte de mauvaise foi dans le but de nuire à autrui. Donc, c'est là qu'on a une problématique et qu'il peut y avoir des représailles contre vous. Donc, c'est vraiment seulement si c'est fait de mauvaise foi. On va terminer, en fait, avant de conclure cette capsule, sur un petit quiz tout simple. Donc, 5 énoncés. Vous devez dire si c'est vrai ou faux. Donc, je vais lire les énoncés, je vais vous donner la réponse au même moment, en fait, quelques secondes plus tard, juste vous laisser le temps d'y réfléchir un petit peu. Donc, vous pouvez vous prêter au jeu, l'écrire sur un papier. Le premier énoncé, ce qui se produit à la fête de Noël de mon employeur ou après les heures de travail ne concerne pas l'employeur. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Donc, tout ce qui se passe dans le cadre, en fait, du travail, même si ce n'est pas sur les heures du travail, mais on parle, par exemple, d'un 5 à 7 ou de la fête de fin d'année, concerne l'employeur. Donc, s'il se passe des comportements inacceptables lors de ces événements, l'employeur devra agir. Une conduite acceptée par le passé
mais qui rend maintenant quelqu'un mal à l'aise, peut quand même constituer du harcèlement. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est vrai. Donc, on n'a pas à continuer on n'a pas à perpétuer quelque chose qui nous mettait pas mal à l'aise dans le passé, mais que maintenant, on n'est plus bien avec ça au moment où la personne ne se sent plus à l'aise et fait peur de la situation à son présumé harceleur. Bien évidemment, on doit cesser. Si mon patron me fait un commentaire négatif et que je ne suis pas d'accord, cela constitue du harcèlement psychologique. Vrai ou faux? Donc, c'est faux. On a vu un exemple, par exemple, lors d'un suivi pour non-respect des politiques ou la non-performance. Donc, ce qu'il faut garder en tête, toutefois, c'est que ça doit être fait de la bonne façon. Après avoir signalé un incident de harcèlement à mon employeur, je peux en discuter avec mes collègues. Vrai ou faux? C'est faux. Évidemment, on souhaite que tout reste confidentiel. De notre côté, autant que ce soit votre gestionnaire, le service des ressources humaines ou la ligne d'éthique, c'est sûr et certain qu'on va assurer une confidentialité du dossier. On va faire très attention, mais on s'attend également à la même chose de votre part. Donc, au moment où une plainte est déposée, ça demeure confidentiel et ceci va être réglé entre vous, votre présumé harceleur ainsi que les témoins. Même si j'avais l'intention de poser un geste à la blague et que la personne est mon ami, cela peut constituer du harcèlement. Vrai ou faux? C'est vrai. Donc, des fois, des blagues malveillantes qui nous rendent mal à l'aise, même si c'est notre ami, ben, ça pourrait être du harcèlement si on rencontre, encore une fois, je le répète, les 5 critères. Donc, il faut faire attention. C'est pas parce que c'est notre ami, c'est pas parce qu'on fait des blagues que ça doit être accepté. Donc, pour conclure, n'oubliez pas que plusieurs commentaires, gestes, remarques, comportements inappropriés pouvaient bien passer auparavant. Toutefois, dans les dernières années, force est de constater, et heureusement, que ceci n'est plus toléré. Donc, ceci met fin à notre capsule d'aujourd'hui sur le harcèlement psychologique. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule qui portera sur la discrimination. Merci, bonne journée. Hello everyone, and welcome back to our webinar series in the form of information capsules. Today's topic will be on psychological harassment. But first, let's review what we saw in Capsule 1 regarding civility at work. We saw that 93% of communication is nonverbal. The tone, the volume, our facial expressions are therefore more important than the meaning of the words that we use. The employer's obligation is to make every effort to ensure a safe and healthy work environment. The goal is to provide an environment free of incivility and to avoid all behaviors we talked about, which fell into 4 categories: verbal, physical, sexual, and behavioral. We talked about the 3-minute method, choosing the right time and place to have a conversation with your aggressor. Explain the facts, use I, the effects it had on you and your request, and thank them at the end of the conversation. And remember that tolerating bad behavior equals consequences, such as decrease in mobilization, productivity, increase in absenteeism, turnover rate, and of course, the loss of credibility and reputation of the employer. We will start by sharing the definition of what exactly is psychological harassment. What does and does not qualify as psychological harassment? We will take a look at the YP policies we have in place, and we will end today's webinar with a short quiz. In the last capsule, we set the table for today's topic. Let's talk about the definition next. Psychological harassment is defined as vexatious conduct manifested by behaviors, words,
and repeated, hostile, or unwanted acts or gestures. Therefore, to qualify as psychological harassment, the conduct must be vexatious in nature, which means humiliating or abusive conduct that demeans or denigrates the victim. Example, belittling someone in front of everyone. It must be a repeated act, which has occurred several times, or a single serious vexation conduct may also qualify as psychological harassment if it produces a continuous harmful effect. It must be hostile or unwanted. The harasser knows or should know that this conduct is unwanted. A harasser would know that his conduct is unwanted because it was clearly stated by the victim, or the victim is visibly offended, humiliated, insulted, or degraded by his or her conduct. Otherwise, they should know that their conduct is unwanted because it does not conform with workplace standards, or they have previously engaged in similar conduct in the past and have been informed that it is unwanted. Example, making derogatory comments. No one likes to have it done to them. The harasser should know that this is unwanted. These gestures violate his or her dignity or psychological or physical integrity and attribute to creating a harmful work environment for the victim of harassment. Violation of dignity is not a minor or momentary offense. It must exceed a certain threshold and leave scars and after effects without necessarily being physical or permanent. An example would be constantly sabotaging or denigrating someone's work in order to make them look incompetent. And finally, in order to qualify as psychological harassment, it must cause a toxic environment. An environment that is harmful, unhealthy, damaging, to the extent that achievement of objectives related to the employment contract cannot be accomplished in a healthy manner. An example of this would be isolating someone, not giving them the necessary information, or not inviting them intentionally to a meeting. These 5 criteria must be met in order to qualify as psychological harassment. If one of the criteria is not met, it is not psychological harassment. In law, the reasonable person principle is applied. That is, would a reasonable person with the same attributes, informed of the circumstances, placed in a similar situation, consider the conduct unacceptable? We must not think that because we're working remotely, that psychological harassment is eliminated. Digital communication channels do bring some certain risks, such as bias in the interpretation of written communications, which is why we favor communication by video conference or telephone. Isolation of workers, reprehensible acts less visible to others. They're more subtle. And continuous communication at any time of day. What may constitute psychological harassment? Preventing an employee from giving their ideas at a meeting when it is allowed for others. No longer speaking to them, ignoring them, keeping them away, or depriving them of the means of communication, such as telephone, computer, or mail. Making fun of their beliefs, their tastes. For example, reacting negatively to a colleague's clothing during a team meeting in front of the whole team. Their weak points, both physical and personality traits. Making derogatory comments, questioning their judgment. And spreading rumors about them, ridiculing them, humiliating them. For example, at a team lunch, when a colleague orders a large meal, making a comment about their weight. Insulting them, or sexually harassing them. No longer giving them tasks to do, assigning them tasks that are below their skills or that they are not capable of doing, or denigrating them in front of others. Shouting, shoving, damaging their property. For example, a colleague who explodes with anger during a team meeting and who starts shouting and swearing at his colleagues. In addition, he can be seen throwing objects and typing loudly on his keyboard. Harassing a person on discriminatory grounds, such as race, gender, sexual orientation, or disability. We won't go into more detail on this topic, as it will be the theme of our next capsule.
What doesn't qualify as psychological harassment? The exercise of the employer's right to manage. These actions do not constitute psychological harassment, as long as the practice of these management rights is not abusive or discriminatory. Misconduct, for example, an employee who often talks to customers or even internal colleagues in an unpleasant tone, who is met several times by his manager to correct this behavior, but never changes. He may find the constructive feedback difficult, but if it's based on facts such as complaints received, it's not psychological harassment. Performance management or negative evaluation. Example, an employee who must be put on a performance plan based on concrete facts, such as unmet goals, does not qualify as psychological harassment. Tracking absences or asking justification or addressing tardiness. An employee who arrives late, many times in a short period, is expected to be met by their manager, who will address the situation and set their expectations. Although the employee may not be happy with this meeting, this is not psychological harassment. Should the employer be obligated to abolish a position because it is no longer needed in the organization, and the employee is reassigned to a new position, does not qualify as psychological harassment. A conflict between coworkers. Two colleagues who don't agree either on a way of looking at things or on a personality trait, this is not psychological harassment, because the conflict is between two people, whereas psychological harassment, we have a perpetrator and a victim. Stressful working conditions or difficult but reasonable constraints. Example, you work on a project and it goes more or less well, but the delivery date remains the same. You're feeling a lot of pressure to deliver the project on time. This does not qualify as psychological harassment. And finally, victimization. Someone is subjected to derogatory comments from a colleague or manager, but they make no effort to address the situation and stop the behavior. Furthermore, they contribute to making the situation worse by exposing themselves to the same kind of behavior, all while playing the victim. A person who is being harassed will do whatever it takes to get out of the situation and put a stop to the unwanted behavior. There is a YP policy available at all times on Evolution, which protects employees and managers against harassment, violence, and discrimination in the workplace. It also applies to remote work. The policy says that YP considers that all its employees are entitled to respect, dignity, and physical and psychological integrity. YP is committed to ensuring a motivating work environment free of harassment, violence, and discrimination in all forms. How to report a situation. The first step is to inform the alleged abuser that the situation is unacceptable and request that the behavior stops. If the actions do not cease, the employee concerned may make an informal complaint to their manager, who will consult with the Human Resources Department. The HR department will attempt to resolve the situation through mediation, among other means. If your manager is involved, or you are uncomfortable talking to them about it, we invite you to consult directly with the HR department. We have an obligation of confidentiality. If this does not work, a formal complaint can be filed, either directly to the Human Resources Department, to the union representative for unionized employees, or by using the confidential hotline by dialing 1-877-335-5633. All complaints filed using the confidential hotline go up to the board of directors. Of course, this is strongly suggested that you keep this step as a last resort if other options have not worked. A mediation process is available at any time to the parties involved upon consent of the alleged victim and the person who is subject of the complaint. This process is confidential and voluntary. The mediator's role is to clearly identify the problems and find the potential solutions by reaching a mutual agreement. The mediator must remain impartial and act as a facilitator. All discussions in mediation depend largely on the goodwill of the parties involved. The mediator does not have the authority to impose any sanctions or corrective measures. If a formal complaint is filed, a formal investigation will be conducted. During this investigation,
The complainant, as well as the respondent and witnesses, if any, will be interviewed. Following a complete analysis, the necessary measures will be taken to cease physical harassment, if applicable, or incivility. Here's what you should do if you reacted wrongfully. Never pretend it didn't happen by trivializing or minimizing the situation. Always apologize and discuss the situation. Finally, you need to stop the action or behavior. Of course, if you think you did the right thing, you can explain your point of view and the reasons why you did so, and if at the end of this discussion it is not resolved, the complainant can proceed to report the situation to their manager or the HR department. It's important to note that making a complaint is serious. There are consequences for many people during an investigation as well as in the workplace. Be aware that a complainant is protected from any retaliation against them following the filing of a complaint, whether or not it is founded in psychological harassment. Let me take this opportunity to remind you of a statistics that we saw in Capsule 1. 56% of psychological harassment complaints filed turned out to be incivility. It is okay if a complaint that was filed was unfounded in psychological harassment, as long as it was made in good faith. However, there will be repercussions if during the investigation it is discovered that the complainant is attempting to harm a person, destroy, damage the reputation of a colleague or manager. An example of this would be an individual accusing a teacher of harassment because they were given a failing grade. It's now time for our short quiz on psychological harassment. Let's determine whether these statements are true or false. What happens at my employer's Christmas party or after hours is not the employer's concern. If you guessed false, you're right. Conduct that was accepted in the past, but now makes someone uncomfortable, can still constitute harassment. This statement is true. Just because misconduct may have been tolerated in the past does not mean that it is okay or will be tolerated today. If my boss gives me negative feedback and I disagree, it constitutes psychological harassment. As we saw in an earlier slide, this statement is false. This would be the employer exercising their right to manage performance. After reporting an incident of harassment to my employer, I can discuss it with my colleagues. This statement is false. All reported incidents should remain confidential. And finally, even if I intended to do something as a joke and the person is my friend, it can still be considered harassment. This statement is in fact true. Although we may feel more comfortable with certain individuals versus others, it is important to always remain professional in a work setting and to be mindful of their feelings and how they may perceive the situation. This concludes our second capsule on psychological harassment. If you have any questions, we welcome you to communicate directly with your dedicated HR partner. We look forward to hearing from you. We thank you for taking the time to follow this short webinar. And don't forget, many comments, gestures, remarks, and inappropriate behaviors may have been made in the past. However, in the last few years, it is clear, fortunately, that this is no longer tolerated. We look forward to seeing you in Capsule 3.